Livre 6. Argument. 1. Métamorphose d'Arachné en araignée. 2. Niobé se met au-dessus de la tonne et est changé en rocher. 3. Métamorphose des paysans lyciens en grenouille. 4. Marsyas converti en fleuve. 5. Pélops pleure Niobé. Les dieux lui donnent une épaule d'ivoire. 6. Métamorphose de Thérée en huppe, de Philomèle en rossignol, de Procné en hirondelle. 7. Borée enlève Eurytie. Il en a 2 fils, Calais et Zéthès, qui furent au nombre des Argonautes. Pallas avait prêté l'oreille à ce récit. Elle avait applaudi au chant des filles d'Aonie et à leur juste courroux. « C'est peu de louer, dit-elle en elle-même. Méritons d'être loués à notre tour et ne souffrons pas qu'on méprise impunément notre divinité. » Dès lors, une seule pensée l'occupe, le châtiment de la jeune Lydienne Arachné, qu'elle savait lui disputer la palme dans l'art d'ourdir la laine en tissu. Arachné ne devait sa renommée ni à sa patrie ni à sa naissance, elle la devait toute à son art. Idmon, son père, gagnait sa vie à Colophon en teignant la laine avide des sucs du murex de Phocée. Sa mère n'était plus. Mais la bassesse de sa naissance l'avait assortie à cet époux vulgaire. Arachné s'était fait, par son travail, un nom célèbre dans les villes de la Lydie, malgré son humble origine, et quoique retiré dans les murs de l'obscure Hypépa. Pour admirer ses ouvrages, souvent les nymphes du Tmolus désertèrent leurs coteaux couronnés de vignobles. Souvent les nymphes du Pactole désertèrent leurs eaux. On aimait à voir et l'étoile qu'elle avait achevée et celle que sa main ourdissait encore, tant il y avait de grâce et de charme dans son travail. Soit qu'elle dévide en peloton arrondi la laine encore informe, soit que pressé sous sa main le fil y prenne en s'allongeant la mollesse et la ténuité des nuages, soit que le fuseau rapide tourne entre ses doigts effilés, ou que son aiguille peigne sur la trame, on la prendrait pour l'élève de Pallas. Cependant, Arachné repousse ce titre, et se défend comme d'une honte d'avoir reçu les leçons d'une immortelle. « Qu'elle vienne se mesurer avec moi, dit-elle. Vaincue, je me soumets à tout. » Pallas emprunte les traits d'une vieille, et couvrant son front de faux cheveux blancs, appuie sur un bâton ses membres affaiblis. Elle aborde Arachné et lui adresse ces paroles. « La vieillesse n'amène pas seulement des maux à sa suite. L'expérience est le fruit tardif de l'âge. Ne dédaigne pas mes avis. Tu peux prétendre à la gloire de surpasser tous les mortels dans ton art, mais cède à une déesse. Implore d'une voix suppliante le pardon de tes blasphèmes. Désarmée par tes prières, elle te l'accordera. » Arachné, lui jetant un regard plein de courroux, laisse la trame commencer et retient à peine sa main prête à frapper. Elle trahit sur son visage la colère qui l'enflamme et répond à celle qui cache à ses yeux la divine Pallas. « Insensé, le poids de l'âge qui courbe ton corps affaiblit aussi ta raison. C'est souvent un malheur d'avoir trop vécu. Si tu as une bru, si tu as une fille, fais-leur entendre ce langage. Je sais me conseiller moi-même, et pour te convaincre que tes remontrances sont vaines, apprends que je n'ai pas changé. Pourquoi ne vient-elle pas elle-même? Pourquoi se dérobe-t-elle au combat? » « Elle est venue, dit alors la déesse, et dépouillant les traits de la vieillesse, elle révèle Pallas. Sa divinité reçoit l'hommage des nymphes et des vierges de Lydie. Arachné seule n'est point émue. Elle rougit pourtant, mais la rougeur soudaine qui, malgré elle, colore son visage, s'évanouit aussitôt. Pareil à l'air qui se teint de pourpre au lever de l'aurore et que bientôt on voit blanchir au premier rayon du soleil. Elle persiste dans son entreprise. Et dans sa folle ambition de ravir la palme, elle court à sa ruine, car la fille de Jupiter ne recule pas devant le défi. Elle cesse de conseiller et ne diffère plus la lutte. Aussitôt, prenant place vis-à-vis l'une de l'autre, elles tendent les fils légers qui forment une double série et les attachent au métier. Un roseau sépare les fils. Au milieu d'eux glisse la trame, qui, conduite par la navette affilée, se déroule sous leurs doigts,
s'entrelace à la chaîne et s'unit avec elle sous les coups du peigne aux dents aiguës. L'une et l'autre se hâtent, et, la robe repliée autour de leurs seins, les habiles ouvrières pressent le mouvement rapide de leurs mains. Le désir de vaincre les rend insensibles à la fatigue. Elles emploient dans leur tissu la pourpre que Tyr a préparée dans des vases d'airain et marient les nuances avec tant de délicatesse que l'œil ne saurait les distinguer. Tels, réfléchis par la pluie, les rayons du soleil décrivent un arc dont la courbe immense embrasse l'étendue des cieux. Ils brillent de 1000 couleurs variées, mais le passage de l'une à l'autre échappe à l'œil séduit. Tant elles se fondent aux points qui se touchent, mais aux extrémités la différence éclate. Sous leurs doigts, l'or flexible se mêle à la laine et des histoires empruntées à l'Antiquité se déroulent sur la toile.